Nos désirs, nos attentes, nos besoins valent de l'or. Pas pour nous, mais pour tous ceux qui veulent nous vendre quelque chose. Un produit, une émission de radio ou de télévision, un programme politique. Ce soir, à Enjeu, les chasseurs d'opinion. Oui, c'est un investissement, d'accord, on ne se le cachera pas. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup moindre que le coût d'un échec. On peut savourer la victoire, mais on aime aussi bien savoir lorsqu'on est en train de perdre. Le sondage élimine les illusions. Je dis qu'au mois de septembre, si j'ai pas de code d'écoute ou des résultats du BBN ne sont pas bons, qu'est-ce qu'il va faire des marais? Je vous ai promis ce soir qu'on vous parlait de sondage, de marketing, de chasseurs d'opinion. Alors, vous devez peut-être vous demander qu'est-ce que tous ces poulets viennent faire dans notre histoire. Eh bien, à cause de vous, de vos attentes, de vos désirs, la vie de ces poulets a été différente. Lorsqu'ils vont sortir d'ici demain, ils seront un peu plus gros parce qu'on les a nourris différemment. Tout ça parce que des experts en marketing vous ont interrogé sur une des industries qui fait partie de notre tradition, les rôtisseries Saint-Hubert. Parmi tous les changements que vous avez proposés, vous avez demandé que les poulets soient plus gros. On vous a écouté. Que désirez-vous? 1951, l'histoire commence par une adresse. 6355 rue Saint-Hubert. Et pour vos réceptions, noces, anniversaires, banquets, il y a la magnifique salle du Saint-Hubert Barbecue. Et pour vous, monsieur? Aujourd'hui, le groupe Saint-Hubert, c'est 7000 employés, 100 restaurants et 450 000 clients qui vont manger leur poulet chaque semaine. Mais ici comme ailleurs, la concurrence et la récession ont fait mal. L'avenir ne pouvait plus reposer sur les succès passés. On avait souvent des gens qui disaient « Pourquoi vous ne donnez pas plus de frites? Pourquoi on n'a pas ci? Pourquoi on n'a pas ça? » Fait que, on était informés, on savait. On savait qu'il fallait apporter des nouveaux changements. Tout, littéralement, a été revu sur le menu Saint-Hubert. On a commencé par on a été du jus de tomate jusqu'au dessert. Oui, chez Saint-Hubert, les portions sont plus grosses. Plus de poulet, plus de frites et la salade de choux. Pour identifier les problèmes de son entreprise, Jean-Pierre Léger ne s'est pas fié uniquement aux commentaires de ses employés. Il est allé chercher de l'aide ailleurs. Et on réalise aussi ce que l'on appelle des discussions de groupe, comme ce soir. Qu'est-ce qu'une discussion de groupe? En fait, c'est très simple. On invite 7, 8, 10 consommateurs, on s'assoit autour d'une table et on discute d'un sujet bien précis. Cet animateur, après 2 heures de discussion, doit en principe tout savoir des motivations profondes de ses consommateurs. Ce soir-là, on vérifiait la nouvelle image de Saint-Hubert. Depuis quelques mois, Saint-Hubert s'est amélioré. Derrière le miroir, confortablement assis, Jean Sen, de Sen Marketing. C'est lui qui orchestre le plan de relance. Moi, je pars de mes consommateurs pour aller plus loin. Et ça, je le fais en groupe de discussion pour la base. Et ensuite, je le quantifie. Je lui donne un volume avec un sondage. Mais je dépasse ça pour bâtir des stratégies. Les autres? Nous, avec les personnes âgées, souvent, si on leur propose d'aller manger, ça va être au Saint-Hubert. On va aller manger du poulet chez Saint-Hubert. Il y a un an et quart, quand j'ai fait ça, c'était exactement à peu près le contraire. On était déçus de Saint-Hubert et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir qu'après un plan de relance complet, les gens sont très, très satisfaits. Il faut vous dire que c'est des clients quand même, là. Des clients occasionnels seraient peut-être un petit peu moins satisfaits, mais des gens, on verrait une belle amélioration par rapport à l'an dernier. C'est vrai qu'il est tentant, le nouveau menu Saint-Hubert. Une opération de recherche marketing qui aura coûté au groupe Saint-Hubert autour de 100 000 $. Mais, si on en croit M. Léger, les résultats sont impressionnants. Et la réaction a été positive parce qu'on a connu des augmentations de vente exceptionnelles, inattendues. Dans les dernières semaines, si je pense à tout le réseau Saint-Hubert, en salle à manger, il y a eu des augmentations jusqu'à 37,80 % d'augmentation de vente. Alors, j'avoue franchement là, que je ne m'attendais pas à ça. Mais j'aimerais savoir les autres, là, c'est quoi Saint-Hubert? Les plus surpris dans cette histoire, ce sont sûrement ces consommateurs. En échange d'une trentaine de $, ils ont participé à leur insu à une véritable révolution chez Saint-Hubert. On a fait passer cette entreprise-là d'une orientation très production, très repliée sur elle-même, à une orientation consommateur.
On a fait 104 changements sur le menu. On a reformé les 8000 employés. On a changé la structure de prix. On a changé la façon de traiter avec nos franchisés. On a changé, etc., etc. Il y en a pour 110 pages comme ça de changements. Le monde de la télévision se prépare à une guerre féroce. Les Américains promettent de lancer dans l'espace un satellite capable de nous inonder d'environ 200 canaux de télévision qu'on pourrait capter à l'aide d'une toute petite soucoupe. Ce satellite, les câbleaux-distributeurs l'ont baptisé l'étoile de la mort. Mais eux ripostent en nous promettant autant de canaux avec, en plus, des services. L'enjeu de cette guerre, ce sont des milliards en publicité et en production. Mais pour que le système soit rentable, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux devant nos écrans. D'où l'importance de la cote d'écoute. Quand on veut évaluer cette cote d'écoute, on procède par sondage. Mais quand on veut l'augmenter, il faut encore beaucoup plus de recherche. C'est vrai pour la télévision, mais c'est aussi vrai pour la radio. Bonjour, mesdames et messieurs. Qui doit payer pour les cours additionnels donnés aux cégepiens qui échouent? Jean Cournoyer, le ton un peu bourru. Il animait depuis plusieurs années une ligne ouverte en début d'après-midi à la station montréalaise CKAC. Il avait son public. Aujourd'hui, il doit tout recommencer le matin. On revient après les nouvelles de 9h45. Là, tu parles de l'après-midi, donc avec une sorte de clientèle, puis tu te réveilles le matin avec une autre sorte de clientèle. Dans le cas de la radio, le matin, il y avait 6 stations sur la bande AM et sur la bande FM qui orientaient systématiquement toute leur programmation pour servir des femmes. Or, il y a un bassin d'hommes aussi de disponibles qui écoutent la radio et qui se promènent et qui cherchent quelque chose. Ces changements dans la grille horaire de CKAC ont été provoqués par les derniers sondages BBM qui révélaient un glissement de l'auditoire le matin. Or, les codes d'écoute BBM, c'est la Bible qui détermine le prix des annonces publicitaires. On calcule ça au quart d'heure tellement c'est précis, ces chiffres-là. Et après ça, on le calcule même par groupe d'âge, des hommes, des femmes, 18 à 44 ans, de 18 à 34 ans, 25 à 49 ans. On essaie de voir quel est le meilleur profil démographique qu'on peut avoir et où sont les gens qui sont disponibles. Autrefois, il était facile de dire, nous avons 1 million d'auditeurs, notre compétiteur en a 500 000, on place de la publicité à CKAC. Mais les changements là aussi de tendance, les changements de façon de faire des publicitaires, des agences de publicité, a fait en sorte qu'on exige des auditoires beaucoup plus jeunes, beaucoup plus pointus. Je vous répète la question du jour. Quel prix avez-vous payé pour avoir dépassé vos limites? C'est au 1 La compétition est si vive entre les stations radiophoniques que les responsables réagissent beaucoup plus rapidement au code d'écoute. CKAC a chambardé sa grille horaire au plus fort de la saison. Un pari pour la station, un risque pour ses animateurs. Si les appels n'arrivent pas, moi, au mois de septembre, je suis fait, et mon contrat expire au mois de juillet. Ça veut dire qu'au mois de septembre, si j'ai pas de code d'écoute ou mes résultats du BBM ne sont pas bons, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire des marais? Droit de réplique, une tribune téléphonique qui vous laisse la parole. À CJMS, un des grands compétiteurs de CKAC dans le marché montréalais, on n'a pas attendu septembre pour retirer des ondes Monique Simard, une vedette du monde syndical. Aujourd'hui, elle écoule la fin de son contrat chez elle. Parce que j'étais une personne connue, je suis rentrée par la grande porte. Mais quand ça va mal, on sort aussi par la grande porte. Alors ça, c'est moins rigolo. Bon, mais je dois m'attendre à ça et je l'assume. Hein? J'assume finalement ce qui m'arrive. De quitter la CSN. J'étais connue pour avoir, au fil des ans, à la CSN, m'être impliquée beaucoup pour l'amélioration de la condition des femmes travailleuses. On avait dit, on aurait bien aimé qu'elles rejoignent ce public pour nous. Mais j'ai jamais été dans des heures d'écoute où les femmes travailleuses écoutent la radio parce que dans l'après-midi, elles ne sont pas là, elles sont au travail, justement. Ici, le réseau de télévision. La télévision n'échappe pas au verdict de la cote d'écoute et au désir des commanditaires. Si vous commencez votre soirée avec Taquinons la planète, Virus, qui vient de faire son apparition en milieu de saison, Julie Snyder, reçoit le beau rock avec ses beaux yeux, ou Sonia Benezra, c'est que les réseaux ont suivi le mot d'ordre des publicistes.
rajeunir la télé. Voici votre idole, Rock Voisine! Les codes d'écoute se font à l'aide des cahiers de BBM que quelques milliers de téléspectateurs remplissent. Une tâche fastidieuse. Il y a aussi les audimètres Nielsen qui obligent le téléspectateur à enregistrer sa présence devant son téléviseur. Ce sont deux méthodes de sondage qui donnent parfois des résultats contradictoires. Ce n'est pas parfait. Il y a énormément de lacunes dans ces cotes-là. Il faut voir comment les gens remplissent les cahiers de bord ou bien s'enregistrent avec l'audimètre, etc. On pourrait compter des histoires vraiment très amusantes de ce côté-là. Mais il demeure que c'est ce qu'on a de mieux pour la télévision présentement. Mais ce qui est très clair dans cette industrie-là, c'est qu'ils sont en transition et ils devront, d'ici très peu de temps, d'ici 3-4 ans, arriver avec une autre façon de cerner cette réalité-là de l'écoute de télévision parce que on est dépassé un peu, si on peut dire, par les innovations technologiques. Pour améliorer le sondage des codes d'écoute, BBM rêve de nous coller un audimètre portatif qui capterait toutes les ondes qui nous entourent et avec lequel on ne pourrait même pas tricher. Mais les résultats bruts des codes d'écoute ne suffisent plus pour répondre aux exigences des commanditaires. On doit maintenant tenir compte davantage d'un tas d'autres facteurs qui sont au-delà de simplement l'âge, puis le sexe, puis le revenu de la personne. Il faut tenir compte de ses valeurs, il faut tenir compte de tous ces autres variables-là maintenant qui font partie intégrante de la personne lorsqu'elle prend des décisions, que ce soit de regarder une émission d'information ou bien d'acheter un produit. Capable de passer de 0 à 60 000 à l'heure en seulement 4,9 secondes. En période de récession, les commanditaires ont modifié leur comportement et réclamé des cibles beaucoup plus précises. Les publicistes ont même recours à des analyses qui cherchent à établir des liens plus étroits entre les habitudes d'écoute et les choix de consommation. J'ai ici les résultats d'une étude qui a été faite auprès de 1500 répondants à Montréal, où on essayait de faire le match parfait entre une émission et une voiture. Et je vais prendre au hasard, là, on a un paquet de données. Par exemple, la voiture Cavalier, c'est la voiture la plus vendue, là. Alors, si on achète l'Or du temps comme émission, on a 2 fois plus de gens que n'importe quelle émission pour les mêmes dollars dépensés. Et si on prend, par exemple, une voiture allemande, Jetta, alors on voit que, par exemple, le point, il y a 4,9 fois plus de gens qu'en moyenne pour cette émission-là. Alors, ça veut dire que j'ai 4 fois de plus de rendement. Donc, ça nous permet d'optimiser nos achats. Nous ne sommes pas tous égaux devant la télévision. Notre statut social influence aussi le commanditaire. Michael Smith. Il y a à peu près, grosso modo, à peu près 20 de la population qui se disent professionnels ou gens d'affaires ou cadres d'entreprise. Pour nous, c'est un groupe très important. Ce qui est intéressant, c'est que les gens d'affaires représentent un pouvoir d'achat non seulement plus élevé que la moyenne, individuellement, mais ils représentent aussi un pouvoir d'achat d'entreprise. Puis ici, tu peux avoir une autre source d'image en image. Ça peut être une autre... Dans ce contexte, les retraités de plus de 50 ans, qui sont de gros consommateurs de télévision, sont moins intéressants pour les publicistes qui ne s'en cachent pas. Michel Gagné devra fournir des explications. La compétition féroce et les coûts de production obligent les concepteurs d'émissions à beaucoup de prudence. Mais jamais, au fond de mon âme, je ne voudrais que tu cèdes à la force. Avant de lancer une émission en ondes, on veut être sûr de son coût. L'exemple vient des émissions jeunesse qui sont pourtant libérées des exigences des commanditaires depuis qu'on y a interdit la publicité. Les producteurs de ces émissions sollicitent même l'aide des universitaires. Ce qu'ils ont apprécié, puis je pense qu'il faut respecter, c'est cet équilibre entre les personnages fantaisistes puis ceux qui sont un peu plus réalistes. Jean-Pierre Morin, à qui on doit le Club des 100 watts à Radio-Québec et Ouattatata, le téléroman jeunesse de Radio-Canada, s'appuie sur des recherches des groupes témoins pour modifier son produit, comme il l'a fait pour Ouattatata. Le début, à la première année de Ouattatata, les gens qui l'ont suivi se sont rendus compte que, d'une part, on avait beaucoup plus de sujets légers
et que la structure se rapprochait davantage d'un sitcom. Autrement dit, on commençait toujours notre histoire, il y avait un gros problème, mais pas trop gros. Et puis tout le monde était très gentil dans cette émission-là, et puis à la fin, on réglait le problème. On est allé sur le terrain, puis on s'est fait dire, franchement, habitez-vous au Québec. Ça se passe pas comme ça chez nous, ça se passe pas comme ça chez mon voisin. Alors, est-ce qu'on pourrait, si vous voulez vraiment qu'on aime votre émission et qu'on la regarde davantage, si vous voulez qu'on soit là devant la TV, arrangez-vous pour nous donner une image de l'adolescence au Québec qui soit davantage plus près de la réalité. Le docteur me dit que tu peux avoir la chlamydia sans avoir de symptômes. Aujourd'hui, tout est passé au crible. Même les émissions d'information sont soumises à des groupes témoins. Si vous constatez que Bernard de Rome vous parle plus souvent de questions de santé, c'est bien sûr à cause de l'actualité, mais c'est peut-être aussi à cause du résultat d'une de ses enquêtes. Souvent, lorsqu'il y a une nouvelle direction, par exemple, on veut avoir un son de cloche sur ce que le téléspectateur apprécie beaucoup. Est-ce qu'il veut plus d'informations internationales, nationales, à quel moment, les réactions aux animateurs, etc. Et donc, il y a des interventions souvent qui se font à ce niveau-là sur tous les réseaux. Alors, combien de coups d'aile à la seconde le colibri roux peut-il donner? Est-ce 1000 coups? La télévision interactive, qui en est encore à ses balbutiements, est une technologie qui risque de bouleverser considérablement la notion de code d'écoute, de sondage, de recherche. Poussé au maximum de son potentiel technique, soit en devenant bidirectionnel, l'appareil vidéo-way de la télévision interactive serait l'audimètre parfait pour mesurer les codes d'écoute et pourrait même permettre aux téléspectateurs d'avoir un impact direct sur le contenu d'une émission. Et vous allez suivre le déroulement de l'émission et en gardant votre doigt sur F1, F4 de la manette vidéo. Et là, chaque fois que vous aimez, vous restez sur F1 continuellement. Si vous n'aimez pas quelque chose, allez sur F2. Et vous déplacez comme ça continuellement dans les 30 minutes. Le logiciel qui a été délesté dans l'appareil vidéo permet à ce moment-là de bâtir un graphique de toutes les pointes de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et s'il y a 1000 ou 2000 personnes qui ont répondu simultanément, le responsable de la programmation va mettre à côté le scénario maintenant de l'émission. Cette technique du sondage spontané, le raffinement des codes d'écoute, aurait peut-être tué dans l'œuf l'œuvre de Pierre Gauvreau, Le temps d'une paix. Ce téléroman a dormi sur les tablettes pendant 4 ans, car les experts à l'époque ne croyaient plus à la rentabilité du monde rural à la télévision. Gauvreau, qui est aussi l'auteur de Cormoran, condamne la tendance actuelle qui cherche à répondre aux désirs spontanés du téléspectateur à tout prix. Quand on dit aux gens « que voulez-vous voir ?», les gens vont dans leurs souvenirs, mais ils ne peuvent pas anticiper sur leurs désirs qui ne sont pas encore exprimés. Et il y a beaucoup plus de désirs dans la tête de chacun qui ne sont pas exprimés que des désirs déjà exprimés. Il y a même un certain nombre de désirs qui sont inexprimables. Bon. Et la création, ça consiste à donner forme, justement, à ce qui n'est pas encore exprimé. Alors moi, je pense que si on veut avoir une télévision qui soit créatrice, il faut au contraire prendre des risques parce qu'il n'y a pas de... Et il faut aussi permettre au public, de temps en temps, d'avoir des révélations. Mais que seront les révélations quand nous magasinerons dans l'hypermarché de la télévision où on nous proposera le choix entre 200 ou 300 canaux par câble ou par satellite? Nous aurons le choix. Mais de quoi? C'est toujours surprenant de voir combien de commerces de même nature dans un centre commercial peuvent se faire concurrence. C'est vrai pour les vêtements ou encore pour la chaussure. Mais pour réussir, un magasin doit avoir identifié très clairement sa clientèle cible. Un trait de génie des spécialistes du marketing, c'est d'être parvenu à nous convaincre, nous les consommateurs, que nous avions un intérêt à nous transformer en hommes et en femmes sandwich, à devenir des mannequins ambulants en portant des vêtements clairement identifiés à un commerçant ou à un fabricant. Nous payons pour faire la publicité des autres. Il faut le faire. C'est vrai pour les vêtements, mais c'est aussi vrai pour d'autres produits.
Et c'est pourquoi, maintenant, on multiplie les recherches, les sondages, les analyses, afin de connaître d'avance nos goûts, nos désirs, pour les combler, mais aussi pour les modifier. Mais même pour vous, madame, vous voulez prendre une petite collation à un moment donné, là, vous avez juste à prendre ça. Promotion d'un nouveau produit pour les enfants, Minimo de Yoplait. Un sondage leur a confirmé ce que l'on savait déjà. 95% du temps, ce sont les mères qui font le marché pour la famille. L'entreprise venait de trouver sa cible. Pour rejoindre les enfants, il faut parler aux mères. Est-ce que vous avez vu l'annonce à la télé? Il est cute. Dans les enfants, c'est la meilleure façon pour vendre un produit. On prend une cuillère. Puis on goûte. La langue, elle... Cette publicité semble bien innocente et candide. Pourtant, elle est le résultat d'une des recherches les plus élaborées que l'on a fait depuis des années dans le secteur alimentaire. Ce qui est le plus important pour la langue, c'est les papilles gustatives. Est-ce que ces publicités-là correspondent à ce que vous avez entendu dans les focus group comme attente des consommateurs? Oui, les mères, ce qu'elles attendent ou ce qu'elles attendaient, maintenant elles l'ont, c'est une collation saine pour les enfants. Une collation qu'elles peuvent être tout en confiance de donner à leur enfant, puis leur enfant aime. Et puis en effet, ce produit-ci, les enfants en raffolent. Alors c'est ça que les mères nous ont dit en groupe de discussion. Là, on a identifié rapidement qu'il y avait une niche, il y avait un trou dans le marché où il y a très peu de produits qui sont bons pour la santé. Et puis, donc, les mères sont contentes de le donner à l'enfant et l'enfant est content de le manger. Yoplait avait absolument besoin de plaire et du premier coup, parce que 9 nouveaux produits sur 10 mis en marché s'avèrent des échecs commerciaux. Donc, on prend le temps d'y goûter sans commentaire. Une dizaine de groupes de discussion comme celui-ci ont eu lieu à Montréal, chez Léger et Léger. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas ça? Dans ces groupes de discussion, tout a été discuté, analysé et disséqué. La quantité, Quand c'est une collation, je trouve que ça doit être quand même assez nourrissant. la saveur du produit, Elle goûte très naturelle. Elle goûte naturelle. Naturelle, j'aime ça. le prix idéal, 2,25 $. Moi, je dirais 2,5 $, mais pas plus que 2,5 $. C'est le maximum. jusqu'à l'emballage. Pour le contenant, je trouve que les coins sont très pointus, c'est dangereux, pour les jeunes surtout. OK. Et puis là, il arrive avec un nouveau produit, je trouve ça le fun. Sylvie Bourget, est-ce que ça vous surprend ce que les gens peuvent dire de votre produit? C'est pas une surprise, parce qu'évidemment, c'est pas la première phase de recherche qu'on fait, mais c'est agréable à entendre. Et puis, il y a plusieurs suggestions là, qui sont sorties aujourd'hui, dont les nouvelles saveurs, là, dont les gens parlent maintenant. Et c'est sûr qu'on en prend note. C'est du feedback direct avec le consommateur ultime. C'est intéressant. Puis juste une chose que j'ai aimée, c'est que c'est pas trop gros, donc effectivement, les enfants ont pas tendance à les choper, c'est pas trop lourd. Est-ce que, en termes de coût, c'est important pour une entreprise comme la vôtre de faire toutes ces opérations-là? Oui, c'est un investissement, d'accord, on se le cachera pas. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup moindre que le coût d'un échec. Et c'est là où l'équation devient simple au niveau d'une décision, à savoir la recherche, ça paie. La recherche est devenue un instrument de marketing incontournable. Les grandes entreprises ne font plus un pas sans tout vérifier, jusqu'à des détails assez surprenants. L'étiquette qui a été testée dans les focus group est une étiquette avec une feuille d'érable. Alors, oui, c'était l'étiquette qui se rapprochait le plus des objectifs de changement, mais il y avait, à l'époque où ce test-là a été réalisé, il y avait toute la discussion, tout le débat référendaire. Grégoire Golin est président de la firme de recherche Créatech Plus. Sa mission, choisir une nouvelle étiquette pour la Labatt 50, de façon à plaire au plus grand nombre, sans froisser personne. La suggestion a été, en fin de compte, de ne pas émettre de signaux controversés et de remplacer cette feuille d'érable par un épi de blé stylisé. Quand vous parlez de cette symbolique-là, il est évident qu'à un moment donné, dans ce contexte-là, il y avait différents symboles qui étaient présentés aux consommateurs. Et entre autres, la symbolique de la gerbe de blé était pour eux un meilleur symbole de qualité. Mais si vous allez au Canada anglais, des fois, c'est le contraire. Et pour eux, le symbole du drapeau canadien est le meilleur. Alors, tout dépend de la situation et de l'environnement.
À trop vouloir suivre à la lettre les attentes des consommateurs, y a-t-il un risque de perdre le sens de l'initiative et du risque? Il y a des gens de création qui se plaignent de ça, effectivement. Ils ont l'impression que c'est la recherche qui dicte la créativité, surtout dans les campagnes de publicité. Nous, on leur dit, écoutez, au contraire, si vous utilisez la recherche comme un instrument qui vous permet d'être, vous aussi, à l'écoute, il est évident que vous allez peut-être avoir une communication qui va être plus efficace. Parce qu'il y a une différence entre la création pour la création. Dans l'artiste s'exprime, il s'exprime pour lui. Si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça plaît pas, bien, on sait, bon. Tandis que là, on parle d'une création, d'une communication qui est commerciale. Donc, elle a des objectifs bien précis. Erlett pousse le disque pour Colin en zone du Canadien, mais Roy viendra le devancer, mais... La recherche a horreur du vide et ne recule devant rien. Des annonceurs paient pour mettre leur logo sur les bandes du forum. Une firme de recherche développe aussitôt un logiciel pour mesurer leur temps d'exposition à l'écran. La première étape, c'était de vérifier quelles étaient les vraies expositions, les expositions réelles, ce qu'on voit quand on regarde un match à la télévision. Et le deuxième volet, qui était plus de voir ce qui était perçu par les gens, ce que les gens se rappelaient. Donc, ce qu'on peut dire, par exemple, c'est si vous voulez avoir plus de fréquence et de moins grande durée, les bandes situées au centre de la glace sont préférables. Par contre, toutes variables confondues, c'est les annonceurs dans les coins de bandes qui sont les mieux placés. Impact Recherche offre aussi aux commanditaires de grands événements de mesurer leur visibilité, autrement dit, de voir s'ils en ont pour leur argent. Lors du Carnaval de Québec de l'an dernier, on est même allé jusqu'à placer 2 caméras sur un char allégorique. Un filmait du côté gauche de la rue, l'autre filmait du côté droit de la rue, et on a filmé tout au long de la parade. Par la suite, on a pris des échantillons, un peu comme quand on fait un sondage, des échantillons de temps, et on a compté pendant une certaine durée le nombre de personnes qu'on pouvait voir quand on refaisait jouer la bande sur vidéo, et puis on était capable d'estimer de façon assez précise une foule lors de la parade du carnaval. Oui, bonjour, je suis de la maison de sondage du groupe Léger Léger. Je m'appelle Fanny. Dans ce monde comptable où tous nos besoins et réactions sont scrutés et analysés, le téléphone reste le moyen le plus répandu pour chiffrer les attentes de la population. Vous en faites combien des sondages comme ça par jour? Ça n'arrête pas ici. C'est sans arrêt. Par année, on fait environ 300 sondages, par année différents. Par jour, on peut rouler entre 3 et 4 projets là, parallèlement. Parce qu'il s'en fait énormément de sondages au Québec. Donc, c'est sans arrêt. C'est le matin, le midi, le soir, le week-end. Sauf la nuit, parce que les gens, il faut les laisser dormir quand même. Et selon vous, y a-t-il trop, juste assez ou pas assez d'entreprises de location d'outils ou d'équipements dans le centre-ville de Montréal? La nouveauté, c'est la puissance de ces ordinateurs. En quelques heures, en appelant moins de 1000 personnes, les sondeurs peuvent tout savoir. Au Québec, les firmes de sondage sont les plus informatisées au pays, au Canada. C'est-à-dire qu'au Canada, la majorité des firmes travaillent encore sur papier. Au Québec, on est hyper informatisé. C'est-à-dire que ça permet un contrôle total d'entrevue. Vous avez vu un peu tout à l'heure, les entrevues telles quelles étant informatisées, ça permet une application pratique beaucoup plus facile. Là, et ça permet une compilation immédiate des résultats. Ce qu'on faisait avant en 1 mois de recherche, on peut le réaliser en 4 ou 5 jours maintenant. C'est de l'instantanéité et c'est de la rigueur de travail. À la rapidité s'ajoute la profondeur des sondages. Allez voir les valeurs, sonder les cœurs et les reins. Aujourd'hui, le sondage en cours chez Crop, les Québécois et l'argent. Les questions d'argent sont la principale source de discorde dans votre famille. Plutôt en désaccord. De façon générale, les gens pauvres le sont surtout par leur propre faute. Tout à fait en désaccord. Tout à fait en désaccord. Tant d'indiscrétions afin de mieux séparer la population québécoise en plusieurs groupes. Segmenter le marché, comme ils le disent. Notre travail, c'est de dire, bon, ben là, vous parlez pas à l'ensemble du marché. Si vous voulez réussir, il y a tel type de consommateur qui est intéressé à ça. Alors, essayez pas de parler à tout le monde. Ça va vous coûter trop cher pour rien, ça va être pas efficace, puis vous allez un peu déranger et solliciter pour rien des gens qui n'ont pas besoin de vos produits. Donc, l'idée, c'est essayons donc de trouver les bonnes personnes à qui vous pouvez être utile avec vos produits. Et à ce moment-là, on va vous dire en profondeur, c'est qui ces gens-là qui auraient besoin de votre produit? Et là, bien, parlez à eux, puis parlez pas aux autres.
Possédez-vous personnellement l'un ou l'autre des produits financiers suivants? Un compte d'épargne? Oui. Un REER? Oui. Les réponses de cette personne choisie au hasard parmi 700 répondants serviront à la Bourse de Montréal et au magazine L'Actualité, qui régulièrement met en première page nos états d'âme collectifs. Mais à l'autre bout du fil, on se demande parfois à qui tout cela profite. Souvent, on essaie de faire accroître un sondage, ces appels en télémarketing, puis ça, dans ce temps-là, je raccroche, ça, c'est évident. Mais les sondages, je trouve que c'est important de... La seule chose, c'est que souvent, on ne sait pas vraiment de quelle façon ça va être utilisé, puis ça, je trouve que c'est un peu embêtant. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Bonjour. Au Canada, 40% des gens refusent de répondre au sondage. Cette année, c'est certain, nous irons voter à l'élection fédérale. Pour ce qui est du Québec, l'avenir le dira. Une élection en démocratie, c'est le sondage ultime. Lorsqu'on met notre bulletin de vote dans la boîte de scrutin, ça compte. Mais avant d'en arriver là, nous devrons passer par la campagne de leadership des conservateurs, la campagne électorale et beaucoup de sondages. Trop, disent certains. Il y en a même qui reprochent aux politiciens de ne gouverner maintenant que par sondage. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a dans les coulisses de la politique de plus en plus de sondeurs. Reste à savoir ce que l'on fait de leurs travaux. Lorsqu'un gouvernement prend des décisions difficiles, il se rend impopulaire. Je me disais, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'il peut faire un politicien qui se lève le matin et regarde le dernier sondage, disant qu'il est rendu à 18, à 16 %? Comment est-ce qu'il peut faire pour arriver à son caucus, puis être optimiste, puis refléter cet optimisme-là, le transmettre à ses membres? Je suis prêt à accepter que la conjoncture n'est pas facile, mais je ne peux pas quand même tirer des conclusions sur des variations qui se situent à l'intérieur de la marge d'erreur des firmes de sondage. C'est un bonhomme qui sait que le temps joue et que le dernier sondage, je pense qu'une expression qu'il utilise souvent, et ça s'applique au sondage, c'est qu'il n'y a rien de plus vieux que la nouvelle de la veille. Disons que c'est une forme d'information qui donne de plus en plus l'impression d'être suremployé et puis d'être vraiment commercialisé au point où on se fout. Ça passe en dernier comme facteur de l'impact que ça peut avoir, confusionnant souvent sur l'opinion publique. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain que M. Lévesque a accepté les sondages, parce qu'avant 1976, je faisais des sondages bénévoles, mais il était toujours assez sceptique. Et c'est à partir de l'élection 1976 là, qu'il a pris une grande confiance en moi. Les sondages, c'est la météo des politiciens. Avant de faire des projets, ils ont toujours eu besoin de savoir. Il faut voir qu'avant l'avènement des sondages, tu fonctionnes comme ça aussi. N'importe qui gouverne un pays avant l'avènement des sondages, on le voit du temps des Grecs, au 17e siècle, au 13e siècle, n'importe quand. Si tu es un gouverneur, tu veux savoir ce que les gens pensent, n'est-ce pas? Dans les 1001 nuits, le calife Haroun, je ne sais plus trop quoi, se déguisait en homme du peuple et se promenait dans les marchands, parmi les étals des marchands pour savoir ce que les gens pensaient de lui. Ils sont friands de sondages, évidemment, ils aiment bien lorsqu'ils gagnent, comme on aime tous un peu savourer la victoire, mais on aime aussi bien le savoir lorsqu'on est en train de perdre. Le sondage élimine les illusions. Et même s'ils voulaient garder leurs illusions, c'est à coup de premières pages de journaux, de manchettes à la télévision, que nos opinions politiques sont maintenant exposées au grand jour. Des conservateurs dirigés par Kim Campbell auraient... 22 sondages pan-canadiens pour la campagne fédérale de 88, comparativement à 12 pour celle de 84. Un mouvement qui s'accélère. On considère que les élections, les référendums et toutes ces situations-là, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les Olympiques des compagnies de sondage. C'est là où on peut démontrer à la communauté le sérieux de notre industrie, le sérieux de notre savoir-faire. Au dernier référendum, la médaille d'or revient à Léger et Léger, 58,5 % pour le non, à 1 point près du résultat. C'est que ce qui est important lors du référendum ou d'une élection, ce n'est pas de mesurer l'intention de vote de 100 % des Québécois,
mais de mesurer l'intention de vote des 82 % qui vont voter. Et toute la nuance est là. Et nous, on a fait une analyse poussée des résultats pour comprendre que les jeunes de 18 à 24 ans votent à 70 % contre l'entente constitutionnelle de Charlottetown, mais ne vont voter qu'à 62 % directement au scrutin. Donc, en conséquence, il faut ajuster les résultats en fonction du fait qu'ils vont ou pas aller voter. Et ce qui nous a permis d'être à un point près là, des résultats. Édition du 19 février du Journal de Montréal. Le dernier léger et léger sur les intentions de vote au fédéral donne 46,4 % au Bloc québécois. Pourtant, la veille, la presse publie les résultats de sondage Gallup. Le Bloc chute mystérieusement de 35 points. Gallup pose la mauvaise question. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas assez la réalité québécoise, probablement parce qu'ils posent une question du style « Est-ce que vous voteriez pour le Parti conservateur, Parti libéral, NPD ou une autre formation politique ?» sans mentionner le nom du Bloc québécois. Et au Québec, si on ne mentionne pas le nom du Bloc québécois, les gens ne le disent pas spontanément. Donc, la question est là. Et donc, les firmes de sondage québécoises, eux, mentionnent le Bloc québécois. Et donc, la différence, c'est pas que le sondage est mal fait, c'est qu'on ne pose pas la bonne question. Colloque international sur l'opinion publique à l'Université de Montréal. Édouard Cloutier travaille sur l'influence des sondages. Il n'y a plus de doute pour ce chercheur. Une partie des indécis vote toujours pour le meneur. Dans quel sens se dirige la majorité des personnes sur une question quelconque, intention de vote par exemple? Il y a des gens qui sont influencés par ça et ils ont tendance à suivre la majorité dans le mouvement qui s'amorce, qui se dessine. Et cela est d'autant plus fort que le mouvement est clair. Quand on sent que ça balance d'un côté, il y a des gens qui sont portés à suivre ce côté-là de par le simple fait que ça balance de ce côté-là. S'ils ont une influence, comment alors se protéger contre les mauvais sondages? Moi, je pense qu'il devrait y avoir deux sortes de réglementation. Une réglementation qui toucherait à la qualité des sondages. On devrait s'assurer, par exemple, que les sondages qui sont diffusés soient accompagnés de certaines informations, absolument. Et une autre réglementation, moi, je serais d'accord avec le fait qu'on ne publie pas de sondage à quelques jours des élections. Je ne veux pas m'astiner à savoir si c'est 4 jours, 5 jours, 3 jours, etc. Ça n'a rien à faire avec le fait que ça influence. C'est juste que je pense que l'acte de voter devrait être entouré d'un certain silence. À l'instar de la France, de la Belgique ou de l'Australie, Ottawa s'apprête aussi à réglementer la diffusion des sondages. 72 heures avant le vote, on ne pourrait plus diffuser aucun sondage. Mais certains s'inquiètent de ce projet de loi. Et prenons en France. Tout le monde sait que pendant ces 15 jours-là, des sondages, il y en a à la douzaine, à la centaine. Les journaux en font, ils n'ont pas le droit de les publier. Les partis en font, les banques en font, les investisseurs en font, les services secrets. Tout le monde en fait, de façon à savoir qu'est-ce qui va arriver, à prévenir. Si des investisseurs découvrent, par exemple, qu'un parti ultra-radical va prendre le pouvoir, ça leur permet d'aller mettre leur argent à l'abri à l'étranger. Mais le peuple, lui, ne peut pas en faire autant. Les seuls qui sont laissés dans l'ombre, c'est 99 % de la population, monsieur, madame, tout le monde, les citoyens, les électeurs. C'est tout ce que ça donne. C'est pour ça que je dis que le remède est bien pire que le mal. Des sondages gouvernementaux, il s'en fait faire beaucoup. Le journaliste Jeffrey Simpson a fait une demande selon la loi d'accès à l'information pour recevoir tous les sondages que le gouvernement a fait faire sur la question constitutionnelle. Le gouvernement a refusé de lui remettre, mais ce jugement de la Cour fédérale lui a donné raison. Sa récompense, 800 pages de sondages. Est-ce que ça vous a surpris le nombre de sondages que vous avez obtenus? Ça m'a surpris un peu parce qu'il y avait toutes sortes de sondages publics, Angus Reid, Crop à Montréal, toutes sortes de sondeurs publics. Je savais que le gouvernement faisait pas mal de sondages, mais le nombre de sondages m'a surpris. Surtout quand on tient compte du fait que dans les 2 dernières semaines du débat sur l'accord du lac Meech, en fait les 3 dernières semaines, ils ont fait des sondages tous les jours. Yves Dupré est conseiller en communication. Il a travaillé avec le Parti québécois au dernier référendum. Qu'est-ce que c'est que ces graphiques-là, M. Dupré? C'est une façon de représenter la société québécoise à partir de 3 sous-groupes qu'on a baptisés et qui nous permettent, en termes de communication, non seulement d'avoir un portrait, mais d'aussi savoir comment les gens risquent de se comporter par rapport à certains messages, à certains événements ou à certains commentaires qui peuvent être apportés
que ce soit au cours d'une campagne électorale ou d'une campagne publicitaire normale. En segmentant l'électorat par des procédés statistiques complexes, le camp du non avait localisé les indécis dans un sous-groupe appelé les fonctionnels. Alors que nous, moi je trouve qu'au Québec, on est né pour la boulangerie. Résultat, dans leur publicité, pas de symbole, pas de drapeau. Pour une majorité de Québécois, à ce prix-là, c'est non. À ce prix-là, c'est non, il y a un prix. Donc, un prix, c'est un chiffre en quelque part. Il y a quelque chose d'attaché à ça. Les fonctionnels sont des gens qui vont adopter des comportements en fonction de ce que ça peut d'abord leur rapporter, et non pas ce que ça va rapporter à l'ensemble de la société. Donc, il y avait plus de chances de se reconnaître dans un slogan comme celui-là que dans un slogan très symbolique, par exemple, où on aurait fait étalage du drapeau du Québec ou des choses du genre. Le 26 octobre, le Québec prendra un nouvel essor. Dans le camp du oui, tout le contraire, des drapeaux et des symboles. Un message qui a étonné Yves Dupré. On s'est dit, mais bon Dieu, il parle au symbolique. Et les symboliques, ce sont les indépendantistes purs et durs. Jamais ils les amèneront de ce côté-là parce qu'ils ont mis un drapeau dans leurs commerciaux. Et là, les fonctionnels, eux, sont déçus. On n'a pas de réponse. C'est pas ça qu'on veut. Où est la réponse? Pourtant, Grégoire Gollain a aussi segmenté les électeurs pour le camp du oui. Pour eux, les indécis, c'étaient les fédéralistes et les souverainistes modérés. Autre méthode de recherche, autre stratégie. Il fallait sécuriser le centre, notamment les souverainistes modérés, les sécuriser quant à ses véritables intentions. C'est pour ça que la symbolique du drapeau a joué ce rôle-là, c'est-à-dire de ne pas laisser le camp du non occuper seul et entièrement le domaine des véritables intérêts du Québec. Les sondeurs sont arrivés avec des instruments de définition de l'opinion publique beaucoup trop élaborés. En d'autres mots, on ne demande plus aux gens « êtes-vous pour ou contre l'accord de Charlottetown ?» On essaie de sonder leurs opinions, sonder les cœurs et les reins de tout le monde d'une façon tellement complexe. Moi, je crains que les sondeurs en soient arrivés, non pas à savoir vraiment ce qui se passe, mais en soient arrivés à essayer de trouver la réponse qui va faire l'affaire du politicien. Miroir de l'opinion publique, les sondages transforment-ils les politiciens en suiveurs? À ce sujet, une rare unanimité. Je pense que le sondage est un excellent outil de démocratie. C'est-à-dire, c'est important de connaître ce que les gens pensent pour être capable de répondre à leurs préoccupations. Mais tu peux pas, un message qui n'est pas vrai ne peut pas durer longtemps. Qu'on soit en marketing, qu'on soit en politique. Il faut que tu réussisses à présenter ton vrai visage. Les gens qui gouvernent par sondage, il y en a peut-être, là. Moi, personnellement, je ne sais pas parce que je ne gouverne pas. Mais je regarde les gens gouverner. Je sais qu'il y en a qui attachent beaucoup d'importance au sondage, d'autres qui ne veulent pas en y voir. Vous remarquez que ça, il y en a de moins en moins. Là. Mais qui gouvernent par sondage, moi, je ne crois pas ça. Je pense que c'est comme tout bon entrepreneur. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Si les sondages dictaient la marche à suivre au gouvernement, eh bien, on n'aurait pas de TPS, on n'aurait pas de TVQ. Les cigarettes coûteraient bien moins cher, l'essence aussi. Alors, si on prend juste ces exemples-là, on s'aperçoit rapidement que même s'ils le voulaient, les gouvernements ne peuvent pas fonctionner par sondage. Un sondage nous dit ce que la population pense. Le sondage permet, dans une société complexe comme la nôtre, à votre opinion individuelle d'être connue des gouvernements. Et non pas simplement l'opinion des éditorialistes, l'opinion des journalistes, l'opinion de la classe intellectuelle. Le sondage permet à l'opinion de monsieur tout le monde de rejoindre les dirigeants politiques. La grosse différence avec l'avènement des sondages, c'est que les partis qui remplissaient cette fonction-là, d'informer le haut de la pyramide de ce qui se passe au bas de la pyramide, c'est-à-dire chez le peuple, ont perdu cette fonction-là. Et donc, les partis sont devenus un peu atrophiés. Un chef de parti ou un chef de gouvernement, maintenant, il n'est pas obligé de demander à son poteau à Chicoutimi qu'est-ce qu'il pense le monde à Chicoutimi. Il y a un sondage. Les sondages, une aide à la navigation qui peut donner le vent, mais jamais le cap, surtout quand on ne sait pas où on veut aller. L'imagination ne se chiffre pas. Tournez-vous de l'autre côté.